tous, bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine et aux Chinois. Cette semaine, je vous propose de fureter ensemble dans les librairies chinoises, de la biographie de Steve Jobs, en passant par les manuels d'informatique, de management ou encore des théories marxistes. Que lisent les Chinois? C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire. Avec un chiffre d'affaires de près de 75 millions d'euros, le marché du livre chinois se porte bien. Pourtant, la littérature ne semble pas passionner les Chinois. Les romans ne représentent que 10% des ventes. La vie littéraire en Chine est très réduite par la société de consommation actuelle. Elle est bien moins riche que dans les années 80 ou 90. Quelles sont les caractéristiques de la littérature chinoise contemporaine? Que lisent vraiment les Chinois? Et nous voilà de retour sur le plateau de Sinosphère au musée Guimet en compagnie de mes deux invités pour parler littérature. Shansa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sûrement la plus célèbre des auteurs chinoises à Paris. Et parmi vos ouvrages, évidemment, on citera La porte de la paix céleste et La joueuse de Go. Et votre dernier ouvrage paru, c'est La cithare nue aux éditions Albin Michel. À vos côtés, Philippe Piquier, bonjour. Bonjour. Vous dirigez et vous avez fondé la maison d'édition éponyme, une maison d'édition spécialisée sur l'Asie et la Chine, qui fête ses 26 ans cette année. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et avant de parler ensemble littérature, je vous propose de regarder tout de suite un reportage signé Charlotte Caillé et Esther Vercaïc. Public jeune et attentif pour cette soirée littéraire organisée dans l'une des librairies les plus modernes de Pékin. L'invité du soir, Hong Ying, vient présenter son dernier roman. C'est parce que ces souvenirs sont enfouis dans la mémoire qu'on a le sentiment qu'ils sont un peu flous? Oui, en fait, tout le monde a la même expérience avec les souvenirs de petite enfance. En fait, on commence à avoir des souvenirs à partir de 5 ou 6 ans, mais ils ne deviennent précis qu'à partir de 11 ou 12 ans. Hong Ying fait partie des auteurs appréciés par la jeunesse chinoise. Ses œuvres, très intimistes, évoquent souvent l'enfance et la condition des femmes, entre autobiographie et scénario à l'eau de rose. Une recette qui séduit un lectorat jeune et très féminin. Le professeur Hong est une femme indépendante. Et en tant que femme, elle peut être une source d'inspiration pour moi. Certains romans de Hong Ying ont été traduits à l'étranger. Mais sa notoriété dépasse à peine les frontières chinoises, ce qui semble la contrarier. Comment ça, un peu connu? Je suis très très célèbre. Et pour accéder à cette célébrité visiblement très convoitée, Hong Ying a trouvé le créneau porteur. Les gens du peuple aiment mes livres, parce que je donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Le succès populaire d'auteurs tels que Hong Ying n'étonne pas vraiment Xu Zhetiang. Le libraire sait que la littérature est marginalisée dans la société chinoise contemporaine. Aujourd'hui, ce n'est plus la plume qui fait l'auteur, mais Internet. En fait, la plupart des jeunes ne connaissent pas bien la littérature. Ils ne lisent pas beaucoup. Les auteurs célèbres sont ceux qui sont présents sur Internet, comme Ran ou Go Tingming. Leurs blogs sont très suivis sur Internet. Les écrivains plus sérieux, comme Mo Yan ou Yan Lianke, les jeunes lecteurs ont du mal à accrocher. Pourtant, l'industrie du livre se porte bien. La Chine publie tous les ans plus de 250 000 ouvrages et l'édition sur Internet se développe à toute vitesse. Mais si les Chinois lisent, ils préfèrent souvent les manuels de développement personnel aux romans et œuvres littéraires. Les grandes plumes contemporaines peinent d'autant plus à s'imposer que leurs ouvrages sont placés sous haute surveillance, un système de censure que connaît bien l'éditeur Tie Zheyong. Toutes les maisons d'édition appartiennent à l'État. On peut dire que ce sont toutes des entreprises d'État. Les éditeurs, les rédacteurs en chef, ou même le directeur de la maison d'édition sont régulièrement convoqués au bureau de l'information pour recevoir des formations. On leur dit à quoi ils doivent faire attention, quel type de livre on ne peut pas publier, ou à quel contenu il faut faire attention, et quels sont les thèmes politiquement sensibles. Du coup, la plupart des auteurs chinois célébrés à l'étranger ont une influence plus limitée dans leur propre pays. C'est notamment le cas de Yan Lianke. Il a écrit des livres assez sensibles. Du coup, beaucoup de maisons d'édition hésitent à le publier. Le grand public chinois ne le connaît pas très bien.
mais il est influent chez les intellectuels ou chez les jeunes amateurs de littérature. Connu pour ses critiques sociales très grinçantes, Yan Liangke s'est souvent heurté à la censure et plusieurs de ses romans ont été interdits en Chine. Mais il a décidé de faire abstraction du système. Les auteurs chinois, ce qui les bloque le plus, ce n'est pas la censure officielle, c'est l'autocensure. Aucun auteur ne devrait pouvoir dire qu'il ne peut pas écrire un grand roman à cause de la censure. Ce qui l'en empêche le plus souvent, c'est l'autocensure. Moi aussi, j'ai connu ça. Mon roman « Le rêve du village des Ding » a été très bien reçu dans le monde entier. Mais je sais que je l'ai autocensuré. C'est une bonne leçon pour moi. Je sais qu'il aurait été meilleur si je n'avais pas moi-même supprimé certaines parties. Son dernier roman, consacré au grand bond en avant, vient d'être refusé par une dizaine d'éditeurs. Mais Yan Liangke compte sur les parutions taïwanaises et hongkongaises pour toucher le public chinois. Aujourd'hui, ce qui l'inquiète le plus, c'est le désintérêt des jeunes pour les romans politiques et sociaux. Les générations nées dans les années 80 ou 90, ce sont elles qui lisent le plus. Mais ces jeunes ne s'intéressent pas aux mêmes choses que notre génération. La littérature est totalement éclatée. Quand le patron du café demande à Yan Liangke de lui dédicacer une pile de livres, la conversation entre les deux hommes porte naturellement sur ce fossé des générations. Est-ce qu'on va voir ou pas une nouvelle génération d'écrivains qui sauront décrire notre société contemporaine ? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a presque personne capable de le faire. La période est tellement riche, il ne faut pas s'arrêter au contexte favorable ou pas à l'écriture. On peut toujours écrire. Mais cette nouvelle génération pourrait réserver une bonne surprise à Yan Liangke. La cérémonie à la mémoire de l'écrivain Mu Xin a démontré que les jeunes Chinois étaient attachés à leurs auteurs, même les plus ardus. Nous sommes réunis ici pour célébrer la mémoire de Mu Xin. Si vous êtes venus aujourd'hui, c'est probablement parce que vous faites partie de ces lecteurs et qu'il vous a ému. Mieux éduqués, plus ouverts sur le monde, certains jeunes Chinois reprennent goût aux belles lettres et aux textes engagés. Shensa, je me tourne vers vous pour commencer. Vous avez quitté la Chine en 1989, mais vous y retournez très régulièrement depuis. Qu'est-ce qui a le plus changé sur la scène littéraire en 20 ans? Et est-ce que vous partagez l'opinion de Yan Liangke qui trouve qu'elle est bien moins riche justement que dans les années 80-90? C'est une vaste question. Parce qu'en fait, la Chine, comme ce qui se passe aussi dans sa vie économique, il y a des choses négatives qui se produisent et il y a des choses très positives qui se réalisent. Et je trouve que dans le monde littéraire aujourd'hui en Chine, il y a énormément de jeunes en fait qui émergent et notamment il y a toute une classe des auteurs qui publient uniquement sur l'Internet, donc sans passer par l'éditeur. Et ensuite, ils sont récupérés par les éditeurs lorsque eux, ils ont énormément de clics et ils ont beaucoup de lecteurs en ligne. Donc, tant aussi bien qu'il y a une très grande liberté et un très grand partage. Et il y a aussi un phénomène nouveau qui fait que tous les écrivains, tous les Chinois deviennent écrivains potentiels, car il y a ce Twitter chinois qui s'appelle Weibo. Donc, disons, ils ont des centaines de millions d'adeptes qui publient chaque jour. Tous les Twitter ne font pas des romans. En fait, il y en a aussi qui écrivent comme des romans. Et c'est grâce à quoi des éditeurs chinois aujourd'hui, la jeune génération, vont récupérer des auteurs. Donc, ils vont suivre les Twitter chinois, donc Weibo, et sur la recommandation des amis, et ils vont pouvoir remonter à la source et découvrir la perle rare qui peut se loger en fait en fin fond de la Chine à 4000 km de Pékin. Et autrefois, ce n'était pas possible, parce qu'autrefois, par le papier ou par le ouï-dire, il faut vraiment y aller physiquement et rencontrer la personne. Justement, on va en parler avec Philippe Piquier. Vous avez donc créé les éditions éponymes donc en 1986. Ouais. À l'époque, comment justement, il n'y avait pas Twitter, vous n'aviez pas ces talents sur la toile. Comment est-ce que vous êtes allé dénicher vos premiers auteurs chinois? Je suis allé en Chine, je m'en souviens, en 87. C'était encore la vieille Chine, hein, le vieil aéroport et vieux Pékin.
Et les écrivains dont on parlait, on les voyait, on les côtoyait, il y en avait peu. C'était le début de quelque chose qui naissait, c'est-à-dire quelques écrivains qu'on a accompagnés et qui sont devenus... Quel est le premier écrivain chinois que vous avez publié? Je me souviens, oui, de Yu Hua, voilà, et de bien d'autres qui maintenant sont publiés d'ailleurs dans d'autres maisons d'édition. Et progressivement, on a vu monter en puissance, effectivement, une génération différente, une mode différente, et d'autres écrivains. Et maintenant, comme le disait Shansa, on est dans une génération fouillie, foisonnante. Et d'ailleurs, moi, je ne m'y retrouve pas, parce que je n'ai pas envie de prendre un billet de la loterie nationale. Voilà. Je n'ai pas envie d'être là à guetter, d'être un watch Twitter. C'est vrai que tous ces gens écrivent, mais comme vous disiez, les écrivains, bon, c'est Yan Liangke qui le dit aussi, et je l'approuve, et bien d'autres, les écrivains au sens où on dit qu'ils écrivent parce qu'ils pensent, parce qu'ils ont quelque chose à dire, parce qu'ils ont un souffle, parce qu'ils ont eu une foi, parce ils sont des écrivains, ceux-là, il y en a très peu, j'en suis persuadé. Et donc c'est eux, et ils sont peut-être ailleurs que sur la toile chinoise. Et ils sont peut-être sur la toile, mais ils sont d'abord, je pense, ailleurs. Bon, moi, je suis aussi un éditeur à l'ancienne. Ce sont aussi des écrivains à l'ancienne que je publie. Bon, des écrivains qui ont 45 ans. Vous n'avez pas encore trouvé la perle rare de la nouvelle génération Non, mais ceci dit, bon, il n'y a pas quand même que la littérature pure, hein, au sens l'écrivain avec un grand E. Il y a aussi différentes formes de littérature. Alors, on y reviendra justement. Et ça m'intéresse. Shansa, la littérature finalement en Chine ne représente que 10% des titres sur les 250 000 publiés chaque année. Finalement, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe entre ces jeunes, ces accros du net qui écrivent, et puis finalement le manque d'intérêt pour la littérature? Qu'est-ce qui passionne les Chinois aujourd'hui? D'un côté, elle est délaissée, hein, elle est détrônée disons, de son statut de privilégié, comme autrefois. La littérature donnait une gloire. Et aujourd'hui, elle est respectée, mais elle devient notamment l'instrument de ceux qui se révoltent, en fait, contre un monde matérialiste, contre un monde de compétition permanente. Ceux qui deviennent écrivains savent très bien qu'ils vont vivre beaucoup moins bien. Ce n'est pas la voie de la richesse, ce n'est pas la voie de la réussite. Philippe Piquet, est-ce que vous partagez justement cette vision des auteurs chinois? Finalement, après, il y a aussi des auteurs best-sellers, comme notamment l'auteur du Totem du loup. Oui. Là, c'est un best-seller en Chine, mais aussi... Je crois que pour un écrivain, chinois ou autre, pour exister en tant qu'écrivain, il faut vouloir transformer le réel dans lequel on est. Et je pense que pour les lecteurs de fiction, de romans, il faut vouloir l'écouter, c'est-à-dire rêver aussi. Et je pense que là, il y a une distorsion, parce que les consommateurs, appelons-les comme ça, n'ont qu'une envie, c'est de consommer. Ils n'ont pas envie de rêver, ils ont envie de consommer la réalité. Donc ils ne sont pas dans le même état d'esprit, je pense, qu'un écrivain qui est là parce qu'il veut effectivement transformer la réalité. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est quelque chose... Et ça ne marchera pas. Mais alors du coup, c'est une littérature, on va dire, du quotidien, quelque chose, enfin, des auteurs qui racontent les problèmes du moment, c'est ce qui peut marcher? Alors il y a effectivement cette forme de littérature qui est en fait simplificatrice, mais qui raconte effectivement le réel, qui raconte la nouvelle Chine urbaine, qui raconte au fond finalement les mêmes inquiétudes que nous, les mêmes angoisses, les mêmes désillusions. Bon, c'est une littérature intéressante, un peu banale, mais c'est pas forcément une belle littérature. On ne transforme pas le réel, là. On n'imagine pas autre chose, on n'essaie pas de comprendre. Mais c'est une description du quotidien, finalement, comme on peut retrouver aussi un certain parallèle dans le cinéma aujourd'hui, dans la jeune génération des cinéastes chinois. Avec un objectif qui est souvent tout de même, pour aller plus loin, de séduire,
Donc il y a un rapport simplement de séduction à cette réalité, et qui est somme toute assez plaisante. Et au fond, c'est ce qu'on a aussi en Occident. Hein. Bon, les bons livres sont quand même devant une masse de livres qui sont séduisants, mais qui ne sont pas toujours à la hauteur. Bon, vous ne rêvez plus, Philippe Piquet. Mais je ne suis pas désillusionné, je m'accommode des deux. Je vous propose, puisqu'on parle évidemment des livres, je vous propose de parler du secteur du monde de l'édition, avec ce reportage de Charlotte Caillé et d'Esther Verkaik. Et vous éditez quoi? Surtout de la littérature? On fait un peu de tout, mais c'est vrai que les romans, c'est difficile. Solène Demigneux est agent littéraire. Sa société, fondée l'an dernier à Pékin, s'est donnée pour mission de promouvoir les traductions d'ouvrages français. Une tâche ardue dans un pays où l'intérêt pour la littérature française semble s'être figé dans le temps. Sortie de Romain Gary, de Colette, d'auteurs comme ça très classiques, c'est très difficile. La meilleure vente en Chine de romans français, c'est Marguerite Duras et Milan Kundera. Donc on n'est quand même pas du tout dans le contemporain. Le français est la 3e langue traduite en Chine, mais elle ne représente qu'un 6e des traductions, loin derrière les titres anglo-saxons et les succès écrasants de Twilight ou Harry Potter. Les éditeurs chinois cherchent néanmoins à diversifier leurs publications et s'intéressent désormais à des ouvrages de plus en plus éclectiques. On vient de discuter et en fait ils font surtout des livres éducatifs, essentiellement pour les bibliothèques, ce genre de livres. Et ils sont très intéressés par cette série-là. C'est une bonne nouvelle, cette série est vraiment intéressante. Je leur ai déjà dit que dans cette série, il y avait 30 livres. Pour les éditeurs étrangers, l'entrée en Chine reste pourtant compliquée. Les livres y sont très bon marché, ce qui réduit d'autant le montant des droits, et les relations contractuelles ne sont pas toujours des plus fiables. Il y a pas si longtemps, c'était risqué. Il y avait des problèmes de copyright, de droits qui n'étaient pas achetés, il y avait des contrats qui étaient signés mais jamais payés, des choses comme ça. Ça arrive encore ponctuellement, mais je touche du bois, ça nous est encore jamais arrivé. Et en général, ça se passe plutôt bien. Pas facile non plus de jongler avec les règles parfois implicites de la censure chinoise. Alors il y a des exemples de livres qui ont dû être remaniés un petit peu. Par exemple, La possibilité d'une île de Houellebecq a dû être prise un petit peu par rapport aux sujets géopolitiques. Les livres sur l'islam, en ce moment, c'est un sujet très sensible en Chine. Toute la série de livres sur l'indignation sociale aussi, qu'il y a eu ces derniers temps, Indignez-vous de Hessel ou La démocratie dans quel état ou d'autres. Malgré ces contraintes et difficultés, les éditeurs et les lecteurs chinois s'ouvrent de plus en plus aux publications d'origine étrangère. Tous les ans, et toutes catégories d'ouvrages confondus, la Chine achète les droits de près de 17 000 titres du monde entier. Philippe Piquet, est-ce qu'à l'image de Solène que l'on voit dans le reportage, est-ce que vous avez eu l'idée de monter une maison d'édition en Chine? Oui, c'est vrai. J'y ai songé parce que c'est intéressant de faire le même travail dans l'autre sens. Bon, je n'y ai pas renoncé. Je n'y ai pas renoncé, bien que les conditions en Chine soient assez complexes en ce moment. Bon, ce sont simplement des nécessités économiques, des nécessités financières. C'est-à-dire que le milieu, en gros, malgré l'ouverture, malgré l'OMC, le milieu de l'édition reste encore relativement fermé aux acteurs étrangers. Oui, voilà, d'abord. Et puis, bon, l'accès à la distribution aussi n'est pas si facile aussi. Et il y a quand même une maison d'édition d'État. Il y a un contrôle de la censure. Enfin, c'est pas si facile que ça. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, on me fait plaisir en me posant cette question parce que ce serait une nouvelle aventure pour la maison d'édition. Mais pour l'instant, enfin, j'ai quand même beaucoup de travail en France. Ouais, ce sera pour les 20 prochaines années. Shansa, vous êtes publié en Chine, en chinois, par une maison d'édition chinoise. Comment ça se passe, et notamment sur cette question de la censure? Je travaille avec plusieurs éditeurs chinois. J'ai déjà signé des contrats chinois. Je vois très bien la clause de la censure qui est numéro 2 dans le contrat, qui dit que le contenu du livre ne doit pas nuire à l'intérêt de l'unité du peuple chinois, parce que nous avons 52 ethnies. Et c'est une maison d'édition privée ou publique? Non, ce sont des contrats, en fait, qui sont approuvés par le ministère de la Publication. Et en fait, cette censure, elle est formelle.
si vous voulez. Et elle existe, mais elle ne dérange pas. C'est-à-dire que vos livres ne sont pas censurés pour autant? Non, pas censurés. Pour être censuré, il faut d'abord publier. Et pour publier, il faut que le contenu en fait, convienne à cette clause numéro 2, qui n'existe pas dans un contrat français. Et les éditeurs avec lesquels je travaille, ce sont des éditeurs d'État et des éditeurs privés. En fait, il n'existe pas une édition privée en Chine pour l'instant, bien que le ministère de la Publication fait l'effort de voir quelle est la modalité légale pour des éditions privées. Et en fait, ce sont des agents littéraires, des très importantes agences littéraires qui emploient des centaines de personnes et qui collaborent avec une édition d'État, en fait, à qui ils achètent le numéro de publication. Et ensuite, c'est l'agence qui fait tout le travail de promotion. Et l'édition de l'État, en fait, touche un pourcentage. Donc, en Chine, c'est comme la censure, en fait, tout est possible. C'est extrêmement créatif. Parce que, à cause justement de cette rigidité, pour l'instant, dans la loi de la publication, que les gens trouvent énormément de solutions. Et les éditeurs les plus dynamiques sont ce qu'on appelle ici en Occident les agents littéraires, les agences littéraires. D'accord, donc ce sont eux qui, malgré la rigidité, arrivent à trouver quand même des failles dans le système. Finalement, c'est un peu le cas avec Yan Liangke, qui pourrait être considéré comme un auteur un peu subversif et qui est publié néanmoins en Chine. Même le Totem du Loup. Non, il a été censuré. Il a été interdit de publication aussi, donc il est publié ailleurs qu'en Chine. Finalement, Yan Liangke dit qu'il y a le problème de la censure, mais surtout ce qu'il évoque, c'est l'autocensure. Est-ce que vous, Shansa, vous sentez vous sentez cette autocensure? Les auteurs aujourd'hui s'abstiennent ou s'empêchent de traiter certains thèmes? Moi, je ne pense pas. Par exemple, dans la très très jeune génération, il y a Ren Han, qui est un auteur best-seller. Et lui, il a plus de censure, il dit ce qu'il veut en fait. Et son opinion est extrêmement respectée et partagée par des millions de fans. Oui, Han, c'est aussi le blogueur là pour le coup. Hein. Mais c'est une forme de littérature. Moi, je pense qu'aujourd'hui en Chine, et c'est peut-être ce qui va se passer demain dans le monde de l'Occident, parce qu'aujourd'hui la Chine devient le laboratoire de tout ce qui va se passer demain. Et la littérature est comme un miroir cassé en Chine. Donc on a tous les petits morceaux qui brillent. Donc même le blog fait partie de ce qu'on appelait autrefois la littérature. Et la vie des blogueurs est aussi importante aujourd'hui, et ainsi que des revues littéraires. Les revues littéraires ont une existence propre en Chine, et aussi importante que si on publie un article dans une revue littéraire, c'est aussi important est considérée et prise en compte, en fait, par exemple, dans la promotion, dans la validation du travail d'un professeur. Et ces revues littéraires aussi participent à la vie littéraire, ou, comme on a vu dans le reportage, des salons littéraires tenus par les libraires. Il y a des très grandes librairies en Chine qui ont peut-être 2000 mètres de surface. Et j'ai été aussi donc, à Nankin voir des librairies privées qui font peut-être un peu moins grandes, mais 1500 mètres carrés, dont 300 mètres carrés dédiés à un café. Donc ces libraires, pour se défendre et pour commercialiser leur image, et organisent en fait régulièrement des événementiels qui attirent beaucoup de jeunes. Donc une conférence autour d'un café fait partie aussi de la littérature. Et la même chose se passe aussi dans les universités aujourd'hui. Les universités chinoises invitent les auteurs à faire des conférences. Et quand arrivent les auteurs, on peut recevoir jusqu'à 1000 ou 2000 étudiants dans un amphithéâtre. Et donc tout le contenu en fait, de la conférence est enregistré
ensuite filmés et diffusés sur l'Internet. Donc il y a quand même une promotion, Philippe Piquet, il y a une promotion de la littérature, même si on voit 10% seulement de la publication, mais il y a une espèce peut-être de mode, est-ce que c'est ce que vous ressentez? Alors il y a tout simplement un marché. C'est tout. Pense, oui. Donc s'il y a un marché, vous avez une distribution, vous avez des libraires, et tout le monde s'y met pour vendre les livres. C'est pas du cynisme de dire ça, mais c'est simplement une réalité économique. Après, la censure s'exerce quand même, pour y revenir, et l'autocensure aussi. Alors juste le mot de la fin, Philippe Piquet, quelle est votre dernière pépite, un nouvel auteur chinois que vous aurez trouvé? Je vais plutôt vous dire qu'on va publier prochainement, au mois d'août, le dernier roman de Yan Yanke, qui s'appelle Les 4 livres. Voilà, celui dont on parlait, qu'on a vu dans le reportage sur la révolution culturelle. On attend ça avec impatience. Philippe Piquet et Shen Sam, merci à tous les deux d'avoir été les invités de Sinosphère. Merci à vous qui nous suivez et merci au Musée Guimet qui nous accueille. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.